on a le plaisir d'accueillir des intervenants de renom aujourd'hui. Antoun, je l'ai présenté tout à l'heure sur l'animation de l'école Avon City, qui est en charge d'un MSc en IA générative. Et puis nous avons autour de la table, je vais me mettre là parce que voilà, j'ai Julien Simon, pardon. Vous êtes de Fortino. J'ai Jean-Sébastien Allais, qui est Head of Engineering chez FICI. Xavier Vacari d'Iluin Technologies. Bonjour. Et enfin François Candelon, de Seven2. Et je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Je vous laisse. Merci Fabienne. Bon, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, ce matin, vous avez entendu les ambitions des FICI, les chiffres sur la souveraineté numérique et aussi on a assisté à un débat sur où sont vos données. Nous, on va se poser une autre question. Ces données-là, qu'est-ce qu'elles font? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elles pourraient faire si on leur donne de l'autonomie? Et autour de cette table ronde, j'ai 4 experts, permettez-moi de les présenter à ma façon. Monsieur Xavier Vacari, directeur général adjoint chez Iluin Technologies. Il co-conçoit les architectures agentiques en production chez des grands comptes. Il a une obsession que les agents soient pilotables, observables et fiables. Monsieur François Candelon, Partner Value Creation chez Seven2. Il a passé 30 ans au BCG à piloter des transformations IA pour des grandes entreprises. Il regarde aujourd'hui l'IA agentique avec l'œil de l'investisseur. Monsieur Julien Simon, AI Operating Partner chez Fortino Capital, ancien Global Evangelist IA Machine Learning chez AWS, puis chez Hugging Face. Il accompagne les scale-up dans leur passage à l'échelle IA et il publie des AI Realist, une newsletter d'investigation sur ce qui marche vraiment. Jean-Sébastien Allais, Head of Engineering chez FICI, il pilote la roadmap technique et l'intégration de l'IA dans le CRM. Il voit ce que les équipes adoptent et ce qu'elles n'adoptent pas. Bonjour à vous 4. Je vais commencer par un petit tour de table. Si vous me permettez, en une phrase, où êtes-vous personnellement avec l'IA agentique aujourd'hui? Est-ce que vous êtes curieux, sceptique ou déjà dedans? Ça marche pas? Ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Bonjour à tous. L'IA agentique, c'est le passage en production qui est vraiment le challenge. Et on a la chance de pouvoir avoir pas mal d'histoires à raconter côté Iluin. On va dire que le passage en production, c'est maintenant. Donc, tu es hyper dedans, en fait. Oui, très dedans, ouais. Merci. Donc, moi, je suis assez dedans aussi. J'écris en ce moment, d'ailleurs, un article avec certains professeurs de Harvard et le responsable de l'IA at Work chez Microsoft sur, justement, pourquoi l'IA agentique devient la colonne vertébrale de l'entreprise. Et moi, je vais dire que je suis assez impatient parce que ça fait très longtemps que j'attends ça. J'en parlais tout à l'heure. Et lucide, tout de même, parce que je suis dans une position où l'IA agentique, c'est pas seulement dans le produit, c'est aussi dans mon quotidien, dans les équipes d'engineering. On est les premiers à utiliser les agents de codage, etc. Donc ça s'enrichit et ça se nourrit l'un et l'autre, ces deux aspects différents. Donc vous êtes dedans, pleinement. À fond. À fond, ok. Dedans jusqu'au cou. Depuis quelques années, convaincu que c'est presque la discussion d'avant-hier déjà. Et vraiment le défi maintenant, c'est pas tellement un défi technique, c'est un défi d'identifier, de prioriser les cas d'usage les plus impactants. Et d'itérer très très vite, de ne pas se poser 1 milliard de questions, de développer, de tester, d'itérer, de tuer ce qui ne marche pas et d'accélérer ce qui marche. Voilà, on a 4 experts qui ont déjà testé l'IA agentique, qui l'ont mise à l'épreuve. Heureusement que moi je suis sceptique ici. On va essayer de ne pas vous vendre des rêves ou bien des ambitions. On va aller directement dans l'essentiel. Je vais commencer avec vous, Jean-Sébastien, en posant les bases. Vous êtes au contact des directs des clients et des équipes qui utilisent le CRM. Quand un client vous demande, voilà, je veux injecter de l'IA agentique dans mon CRM, vous lui dites quoi et qu'est-ce que vous lui cachez? Je ne lui cache pas grand-chose. Mais ce que je lui dis, oui, bien sûr, vous avez un projet d'IA agentique, on a des briques.
Je vais même peut-être le surprendre en lui disant que son projet, il a peut-être déjà commencé. Il s'est posé les questions de souveraineté, de qualité des données. Dans IDIL, on a un module spécial sur la qualité des données pour la mesurer, etc. Par contre, je vais peut-être lui poser une question. C'est peut-être une question par expérience qu'on se pose une fois qu'on a mis en prod et qu'il y a une première erreur qui arrive. C'est qu'est-ce qui se passe quand un agent fait une erreur ? Et qui est responsable ? Est-ce que vous vous êtes posé la question et comment on y répond ? Alors je pense qu'il y a plusieurs réponses à la fois techniques, à la fois de gouvernance des processus, sur de l'auditabilité, sur donc, qui fait quoi, à quel moment, si c'est un agent, un humain, sur la réversibilité, est-ce que l'action, on peut revenir en arrière, et aussi l'espace dans lequel cet agent va travailler, puisqu'un agent, pour simplifier, c'est un prompt et des outils. Dans quel espace et quelle liberté on lui donne au travers de ces outils, dans quel espace on le contraint, on le confine, j'allais dire, qu'est-ce qu'il peut faire ou pas via l'outil, quoi. Donc, mais la question, c'est sur un agent, qui est responsable au final ? Pas tellement est-ce qu'il est intelligent, ils le sont assez, mais quand il agit, est-ce qu'on le sait et quelle réponse on peut avoir ? Est-ce qu'on détecte un potentiel problème et comment on confine son espace de travail ? Donc c'est plutôt la responsabilité. Donc, oui, tout à fait. Ça tombe sur quoi ? Merci. Xavier, donc vous construisez ces systèmes pour les déployer en production. Dans la conception d'agents IA, donc quelles sont les couches que personne ne voit et qui font rater si elles sont mal faites ? Alors, en fait, on va le traiter un peu de deux manières. Il y a les couches techniques et puis il y a les couches un peu opérationnelles. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec l'IA agentique, voilà, vous faites tous, je pense quasiment tous, des petits prompts au quotidien, etc. On se dit, ah, on a un agent qui tourne, c'est super, très vite. Sauf que c'est entre guillemets, un pattern qui s'étend assez vite sur aussi des grosses structures, des gros projets sur lesquels les fondamentaux de projets IT s'effondrent et on les oublie. Donc déjà, ce qui se voit pas quand vous délivrez un agent, c'est le fait que c'est un vrai projet IT et qu'il ne faut pas le négliger, il faut remettre les fondamentaux, donc la conception, des objectifs clairs, des KPI, un cadrage, de l'intégration avec un système d'information, de la testabilité, etc. Donc ça déjà, souvent c'est quelque chose qu'on oublie. Voilà, on pense résultats, comportements et des super trucs qu'on a eu en 2 heures à peine de prompting, mais ce n'est pas ce qui fait un vrai agent. Donc si on regarde maintenant les couches techniques, il y a quelque chose qui est assez clé, c'est l'orchestration de ces capacités IA et de votre système d'information. Parce que ce qui est compliqué, c'est pas de faire un prompt en disant voilà, ça fait une petite recherche sur le web ou traduis-moi un document ou tu me le résumes, etc. C'est compliqué, c'est quand vous avez un agent qui doit manipuler des données qui viennent peut-être par 10-15 interfaces de votre système d'information, de manière très hétérogène, qui doit aller les chercher de temps en temps s'il n'a pas l'info dont il a besoin pour vous répondre, qu'il le fasse bien, correctement, au bon moment. Et puis surtout, vous pouvez avoir plusieurs aussi intelligences artificielles qui viennent à l'œuvre, parce que souvent, un agent, il va répondre à l'utilisateur, mais des fois, pas. Il doit passer la main à un autre objet, métier ou autre, parce que la demande, elle est plus complexe que ça. Et en fait, il faut orchestrer tout ça. Et l'orchestrer, ça veut dire, alors vous avez soit être outillé pour le faire, soit faire beaucoup de code. Et donc il y a un vrai challenge sur cette couche d'orchestration qui est assez claire. Le Gartner affiche 4 couches quand on fait de l'IA. Vous avez l'infrastructure, les modèles, l'orchestration et les apps, vos apps métiers. Et cette couche d'orchestration, souvent, elle est peu visible. Elle est peu visible dès l'approche d'un projet agentique, alors que c'est la première question, c'est quelle est la bonne couche d'orchestration pour mener à bien votre projet à l'échelle. Merci Xavier. Donc François, je reviens sur ce que Xavier a dit. Donc un agent IA, c'est un vrai projet IT. Donc est-ce que les entreprises que vous accompagnez ont conscience de ce que ça implique ? Alors c'est un projet. Enfin moi je trouve qu'il faut marcher sur 2 jambes. Il y a effectivement, c'est un projet IT. Il y a tout l'ensemble de la tech stack, les données, l'orchestration. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien parler de framework d'IA agentique, parce qu'il y a l'orchestration, mais il y a aussi la mémoire, il y a le contexte, il y a les modes d'usage pour s'assurer qu'on sait à peu près où on va et comment on y va. Donc ça, c'est effectivement, mais c'est aussi organisationnel. Et sous 2 angles, je rebondis sur ce que disait Jean-Sébastien, la nécessité de gouvernance et qui est responsable. Parce que en fait, les agents IA, eux, n'aiment pas l'ambiguïté, ils ne vont pas réfléchir ex post. Donc, il faut que vous rendiez explicites vos règles qui sont souvent tacites,
ex-ante pour lui dire comment se contribuer. Je travaille sur des modèles, des évolutions de revenus, comment est-ce que des agents IA discutent avec d'autres agents IA pour négocier des contrats, etc. À quel moment jusqu'où est-ce que vous voulez aller? Donc il faut vraiment définir la zone de jeu et savoir à quel moment on escalade. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut effectivement revoir totalement vos process et les workflows. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des agents IA, vous allez rajouter une couche de technologie. Et il y a un terme que j'aime bien, un de mes anciens profs me disait, c'est New technologies on old organization they create expensive old organizations. Donc il faut revoir effectivement l'organisation parce qu'autrement, moi je suis investisseur et mon but c'est de mettre des sous à la banque. C'est assez primaire, mais en tout cas si vous voulez effectivement en tirer tout son parti, c'est une refonte totale aussi de l'organisation. Donc il faut vraiment marcher sur deux jambes. Ok, merci. Donc ça laisse entendre comme quoi il y a des problèmes qui peuvent être rencontrés, il y a quelque chose qui bloque dans le déploiement de ces systèmes-là d'IA agentique. Donc si je veux commencer avec les données, donc je demande à Jean-Sébastien, un agent forcément a besoin d'informations fiables. Et on sait bien que dans les CRM, c'est rarement le cas, avec la multitude des... Alors, dans le CRM, c'est rarement le cas, mais il ne faut pas que ce soit un showstopper. Il ne faut pas qu'on s'arrête et d'attendre, je vais nettoyer mes données pendant 1 an avant de commencer quoi que ce soit. Non, il faut faire en sorte que les agents puissent jouer avec cette ambiguïté. On veut avoir des agents pas naïfs, c'est-à-dire ce que je vais appeler un agent naïf, c'est un agent qui va deviner, inférer, halluciner des informations. On veut un agent mature qui puisse dire quand j'ai pas assez d'informations, pas assez d'informations de qualité, j'arrête et je réponds, je ne peux pas traiter, ou il faut falloir requalifier ou donner des actions qui ne sont pas celles qu'on lui a demandées au départ. Je vais donner dans IDIL, on a déjà développé depuis longtemps un module de qualité de données qui travaille sur la récence, la complétude, etc. Donc, c'est des métriques qu'on expose aux agents sur lesquelles ils vont pouvoir dire là, tu me demandes de faire une synthèse de cette société. OK, j'ai assez d'informations. Ou non, il me manque peut-être ces informations clés. Je préfère qu'ils répondent je ne sais pas, il me manque ces informations. Veux-tu que j'essaye de les qualifier en allant chercher sur le web ou veux-tu les renseigner? Mais toujours sourcer un peu ces informations. En faisant des tests, une petite anecdote, on s'est aperçu ça, tous les modèles sont entraînés avec une date d'entraînement qui peut être plus ou moins récente. Et quand on cherchait à qualifier des grands comptes avec des données qui manquaient dans le CRM, il a commencé à halluciner ou à aller chercher les données dans ces données modèles d'entraînement. Qui peuvent être valides, qui peuvent être pas valides, mais au moins qu'ils le disent. C'est-à-dire toujours sourcer la donnée, ça c'est extrait du CRM, ça j'ai été le chercher sur le web, ça vient de mes données d'entraînement. Et c'est pas juste du prompt, c'est aussi au niveau des outils qu'on sait lui exposer la fraîcheur de ces données sur cette fiche en question, elle est récente, elle est vieille, et agit en conséquence là-dessus. Donc toujours sourcer la donnée et toujours ne pas attendre, un mot-clé quand même, ne pas attendre de nettoyer ces données, c'est un vœu pieux, on n'y arrivera jamais. Et puis comme disait Julien tout à l'heure, il faut expérimenter, voir ce qui marche pas, et itérer. Et par contre, on peut donner des informations sur la qualité de ces données et les mettre à disposition de l'agent pour qu'il puisse expliquer. N'hallucine pas surtout. N'hallucine pas. Ok, merci. Donc c'est ça là. Donc je me pense à cette question-là. Donc comment faire confiance à un agent Comment vous lui faites confiance? Toujours moi? Non, c'est Xavier. Si vous voulez répondre, allez-y. Alors, question de confiance et de contrôle. Oui, alors en fait, déjà, il y a des choses qui aident à se poser les questions. C'est la réglementation européenne. Il y a les actes sur l'utilisabilité des IA par rapport à un objectif, un niveau de risque. Et aussi le niveau, entre guillemets, de confiance et de délégation que vous allez lui faire. On peut voir qu'il y a des agents sur lesquels le niveau de confiance, même si vous lui laissez entre guillemets les clés du camion pour faire votre recherche web et qu'il y a peu d'impact, c'est pas très grave. Par contre, quand vous avez des éléments structurants qui peuvent être des éléments financiers, des éléments qui peuvent avoir des sujets d'intégrité physique ou autre, là, de toute façon, le sujet, il est juste bien repositionner l'IA sur ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire, elle est là pour accélérer des tâches, des exécutions, les normaliser, les automatiser. Elle est là pour vous donner de l'information, la synthétiser également, et vous aider finalement à décider.
et le côté human in the loop qui est vraiment clé dans une chaîne de traitement où l'IA intervient, c'est l'humain, et l'humain doit être là à des éléments vraiment décisifs pour prendre la décision et appuyer sur le bouton. Alors en toute connaissance de cause, ça veut dire déjà qu'il sait qu'il parle avec une IA, il sait qu'il y a des limites, même si elle s'améliore, etc. Et à un moment donné, il y a son expertise métier, sa connaissance terrain et son bon sens qui vont lui permettre de définir finalement le cadre de go, no go. Je suis capable de prendre une décision éclairée avec les informations de l'IA, exactement comme un médecin qui aurait toutes ces encyclopédies résumées en un petit prompt pour diagnostiquer une pathologie. Mais il y a d'autres choses, il y a la connaissance du patient, etc., qui vont venir aider à la décision. Et donc là, c'est vraiment clé de se dire que l'IA va complètement nous débrancher. La réponse est non. Si on regarde plein de films sur lesquels l'IA, on voit des biais pour l'intégrité humaine ou pour le positionnement aussi au quotidien, on va être très actif et faire tourner notre cerveau, c'est essentiel dans la chaîne de valeur. Ok, donc là, vous parlez de l'architecture du contrôle, donc avec le human in the loop. Je reviens vers vous, Jean-Sébastien. Donc, vous qui prenez la décision pour des milliers d'utilisateurs dans le CRM, comment vous choisissez? Donc, vous tracez ce curseur entre autonomie de l'agent et en même temps le contrôle de l'utilisateur sur le produit. Alors, c'est une question intéressante parce que donc c'est la fameuse question du human in the loop. Et j'allais dire quel human et quel loop. On va avoir des use cases qui sont plus importants, pour lesquels il va falloir une validation humaine. Ça va dépendre si on décide de clore une opportunité avec un gros montant, etc., là, il va peut-être falloir, comme aujourd'hui dans un CRM, on va demander une validation peut-être au supérieur hiérarchique, il va falloir pouvoir avoir ça, cette délégation. Il va falloir pouvoir séparer la validation et s'assurer qu'elle est vraiment faite par un humain et pas par un agent. Que ce ne soit pas l'agent qui s'auto-valide. Et comment détecter? On a tous fait ça dans Claude, dans ChatGPT. Oui, vas-y, continue. Oui, je dis oui. Et comment s'assurer que le oui, ce n'est pas juste un oui de lassitude ou d'habitude. Donc c'est déjà de le décorréler de l'interface de l'agent. Aujourd'hui, on verra tout à l'heure AskIDIL ou AskEfficie. Ça prend la forme d'un chatbot et on peut débrancher des choses dans l'application pour décorréler de l'interface agentique, où on ne sait pas si c'est l'agent, que ce soit vraiment un humain qui valide et dise oui explicitement ailleurs dans l'interface de l'application. Et bien sûr, on veut tout tracer, tout monitorer. Bien sûr, un agent va impersonnifier un utilisateur, c'est-à-dire pour ses droits d'accès aux données, à quelles données il a le droit d'accéder, mais on veut monitorer si l'action a été faite par un humain ou par un agent autonome ou un agent qui a été validé par un humain ou qui s'est auto-validé. Donc avoir cet ensemble d'informations qu'on peut tracer techniquement par l'appel des outils. Puisqu'un agent, encore une fois, c'est un prompt et c'est un outil. C'est via les outils, on va savoir si c'est appelé par un agent, via le chatbot, via un agent autonome, via un humain, et monitorer tout ça et corréler tout ça pour savoir au final qui a pris cette action. Bien sûr, le principe qu'on essaie d'avoir, c'est toute action irréversible sur laquelle on ne peut pas revenir en arrière, doit être validée impérativement par un humain et on doit avoir la trace de cette validation quelque part dans le système. Merci. Donc, il faut garder trace de tout. C'est réglementaire aussi, je pense, tout à fait. Merci. Donc, Julien, je vais vous poser la question. Vous avez peut-être une entrée sur ce sujet, mais côté humain. Donc, comment les équipes réagissent quand un agent arrive dans leur quotidien? Alors, je pense on peut découper en deux. Il y a les populations techniques, donc le AI coding, et puis il y a les populations, on va dire, métiers. Donc, le reste. Je pense que pour la partie AI coding, aujourd'hui, la messe est dite. Je passe ma vie dans nos porte-causes. Je rencontre toutes les équipes et je les aide à adopter les outils de développement pour gagner en productivité, en vélocité, en rapidité d'expérimentation, etc. Il n'y a plus beaucoup de débats sur est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Ça, c'est des débats d'arrière-garde. Si je voulais être provocant, je dirais que c'est une question RH maintenant. Donc voilà, la porte de la RH est là, vous allez voir avec eux. Et nous, on avance. Donc il ne doit plus y avoir de débat sur est-ce que l'AI coding marche ou pas, est-ce que c'est dangereux ou pas. Bon. Voilà, on était tous dans la Silicon Valley il y a quelques mois. Les startups qu'on rencontrait là-bas étaient même étonnés qu'on se pose la question. Est-ce que ça marche vraiment l'AI coding? Les gens nous regardaient comme si
comme si on était des demeurés. Donc voilà, ça c'est mon point de vue assez tranché sur la partie technique. Après, sur la partie métier, bon, là évidemment, je dirais déjà la compréhension du fonctionnement de tout ce qu'on est en train de discuter est sans doute plus complexe, plus distante. La peur de l'IA va prendre mon job, voilà, ça surgit souvent. La réalité, c'est que oui, peut-être. Et dans certains cas, oui, sans doute. Et dans certains cas, c'est déjà arrivé. Donc, c'est toujours pareil. Soit on fait semblant de ne pas voir ce qu'on voit, soit on accepte de voir ce qu'on voit. Et moi, je vote plutôt pour la deuxième solution, et de dire, dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, aujourd'hui, il y a des tâches qui sont répétitives, à faible valeur ajoutée, très mécaniques, voilà, de traitement de documents, etc. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à les faire comme ça jusqu'à la fin des temps, pendant que les concurrents se modernisent, accélèrent et font avec 1 ou 2 personnes ce que vous faites avec 25. On sait bien comment ça finira. Soit on décide d'analyser finement les processus métiers et de se dire où est-ce qu'on a besoin des humains. Donc effectivement, comme disait Xavier, alors il y a des questions réglementaires où là, bon, il n'y a pas de questions à se poser. Hein. Il faut que quelqu'un signe ou appuie sur le bouton, donc très bien. Et puis il y a vraiment des postes, je dirais fonction par fonction. Il faut se dire où est-ce que j'ai encore un avantage par rapport à une IA? Qu'est-ce que je sais qu'une IA ne sait pas faire? Donc, bon, si vous êtes médecin, il vaut mieux passer du temps avec vos patients qu'à taper des lettres. Si vous êtes prof, il vaut mieux passer du temps à aider vos élèves qu'à corriger des copies. Si vous êtes magistrat, il faut peut-être passer plus de temps à prioriser vos dossiers qu'à faire de la paperasse, etc., etc. Donc, cette analyse-là, quand je parlais tout à l'heure de prioriser des use cases, c'est ça, c'est de se dire où est-ce qu'on doit être, où est-ce que les humains doivent être, où est-ce que les IA doivent être, et comment les deux collaborent. Voilà. Moi, ma vision du truc, alors j'ai peut-être vu trop de films de science-fiction, mais je refuse de traiter l'IA comme un outil. Je pense que ça, c'est fondamentalement se tromper, à tel point que quand je parle à des CFO, je leur dis que le budget outil, entre guillemets, le budget IA de l'entreprise doit être confondu avec la masse salariale. C'est comme ça qu'il faut le voir aujourd'hui. Est-ce que vous devez investir? Est-ce que vous mettez 1 euro de salaire ou est-ce que vous mettez 1 euro dans Anthropic, OpenAI, etc. Et pourquoi? Voilà. Pour moi, la vraie question aujourd'hui, elle est là. Et de ça découle le reste et de qui fait quoi. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais. On ne sait pas combien de jobs vont être détruits ou autres. Ce que l'on sait en revanche, c'est que toutes les fiches de poste vont être transformées. Et donc, il faut absolument que l'on gagne en flexibilité, en capacité à se transformer. Et c'est pour ça qu'il faut avancer. Parce que comme tu le dis, Arthur Mensch disait que c'était 10% de sa masse salariale et il faut vraiment le considérer comme ça et ça viendra de plus en plus, ce qui veut dire qu'il faut apprendre à travailler avec. Et pour revenir sur le human in the loop, il faut quand même s'assurer qu'il y ait une certaine accountability. Parce que si on ne l'a pas, c'est pas obligatoirement parce que ce sera de meilleure qualité parce que c'est vu par un humain, mais c'est juste parce que sinon les humains, on le voit, il y a même des expérimentations qui ont été faites quand on anthropomorphise trop des IA, c'est qu'ils se retirent du processus et donc c'est un abandon, je dirais c'est presque un abandon de poste parce que comme tu le disais, l'IA et l'humain doivent collaborer. On a tort, je pense, en opposant les deux, en regardant une utilisation pure de l'IA contre une utilisation pure de l'humain. Ça va être hybride. On rentre dans un monde hybride, organique, inorganique. Merci pour ce débat. Donc, je vais rester dans le cas où ça bloque en fait. Donc, dans la table ronde d'avant, donc je pense que M. Dominique a monté un projet d'IA agentique. Il a parlé que ça a coûté trop cher. Donc, parlons un tout petit peu de retour d'investissement, de ROI. Donc, je vous pose, François, la question directement. Comment vous mesurez-vous qu'un projet agentique vaut vraiment le coup? Alors, moi, la manière dont je le mesure, c'est pas en ayant des indicateurs spécifiques, etc. Je regarde les indicateurs de l'entreprise. Je regarde ce que j'appelle la taille du gâteau pour voir est-ce que c'est suffisant ou pas. Parce que derrière, je vois, j'en fais
un certain nombre dans mes entreprises du portefeuille, on a des retours qui sont de 1 à 10 en considérant le coût de mise en œuvre, la masse salariale, entre guillemets, qui vient derrière. Donc, quand on est dans l'investissement, il est rare que l'on acquiert des entreprises avec un rapport de 1 à 10, en disant, c'est ce que l'on appelle le multiple, on dit les multiples d'EBITDA, combien on achète une entreprise par rapport à son multiple d'EBITDA, alors en fonction, ça va de 5 à 15 ou à 20, etc. Là, vous avez un investissement qui est de l'ordre de 1 fois l'EBITDA, à peu près. C'est massif. Donc, mais je ne le regarde pas par cas d'usage spécifique, je le revois dans la refonte complète du processus, et donc dans quelle mesure cette refonte complète, humain et IA, va permettre d'avoir des indicateurs, les indicateurs de l'entreprise. Alors ça peut être sur le coût par X, ça peut être par la vélocité, la vitesse à laquelle on délivre, où on met en production, il y a tout cet ensemble. Mais je ne crée pas des indicateurs spécifiques pour mesurer l'IA. Je garde des indicateurs et je vois leur évolution ou ce à quoi on s'attend dans l'utilisation de l'IA. Merci. Julien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Tu as le droit de ne pas être d'accord. Hein. Non, mais on va être d'accord. Il était d'accord, On va être hein. d'accord. Je pense que ce film-là, je pense que voilà, François, moi, Jean-Sébastien, on est dans la tech depuis longtemps. On l'a déjà vu 10 fois. D'accord. Donc le cloud. Enfin, je vais les faire dans l'ordre. Allez. Internet, ça coûte cher, ça marche pas. Le mobile, ça coûte cher, ça marche pas. La big data, c'est trop cher, ça marche pas. Le machine learning, c'est trop cher, ça marche pas. Le cloud, c'est trop cher, ça marche pas. L'IA, c'est trop cher, ça marche pas. Et puis demain, ça sera autre chose. Bon, le seul truc qui marche pas vraiment, c'est le Bitcoin. Mais bon, ça, pour le coup, vous étiez prévenus d'emblée. Donc, on verra. Ok, ah bah voilà, quand même, on réussit à pas être d'accord. Mais bon, blague à part, je pense que c'est toujours la même histoire. It's never different this time. Donc, il y a des gens qui lancent des projets, certains ne marchent pas, et après, on en tire la conclusion que ça ne marche pas du tout. Non. Moi, j'ai vu plein de gens se planter au début sur le cloud, et parce qu'on découvre, on est naïf, on est enthousiaste, c'est bien, c'est l'essentiel. Et puis on dépense trop, et puis on n'optimise pas, et puis on jette l'éponge. Et bon, c'est tout. Donc j'en reviens toujours à la même histoire. Il faut se lancer. Il faut pas planifier à 3 ans. Il faut budgéter un petit peu. Il faut expérimenter. Il faut trouver des projets pilotes. Il faut tester. Mais ce qui est essentiel, c'est de ne pas se perdre dans la technologie, les outils. On peut prototyper tous les LLM de la Terre, tous les frameworks de la Terre. Il y en a un tous les jours. Des modèles, il y en a des dizaines par jour qui sortent sur Hugging Face. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est, une fois de plus, quelles sont les priorités stratégiques de votre entreprise, et comment vous pensez que vous allez arriver à les livrer. Est-ce que c'est en recrutant 10 personnes supplémentaires ? Est-ce que c'est en innovant ? Est-ce que c'est autre chose ? Voilà. Et de ça, les dirigeants d'entreprise savent gérer leur boîte, et ils savent prioriser, et ils doivent avoir la hauteur de vue que leurs équipes n'ont pas forcément, et avancer. C'est vraiment, voilà, pour moi, il y a... Donc, une fois de plus, je dis toujours... alors, Trump m'a piqué l'expression, je suis désolé, mais « the clock is ticking », je le disais avant lui, et on est en juin 2026, et une fois de plus, il y a beaucoup de discussions qui sont déjà des discussions d'arrière-garde. Donc voilà, je ne peux pas le dire autrement. Si vous n'êtes pas les mains dedans aujourd'hui, si vous n'avez pas déjà des use cases en production, vous êtes déjà très en retard. Très en retard. Et pour aller dans ce sens, moi je pense que la vraie ressource rare aujourd'hui, c'est l'énergie managériale, c'est le focus managérial. Donc il faut choisir ses priorités. On ne peut pas tout faire, mais ce que l'on fait, on ne le fait pas avec des petits lapins. On regarde les éléphants qui sont des priorités sur lesquelles on fournit et on focalise son énergie. Mais aujourd'hui, quand un CEO vous dit utiliser l'IA, c'est encore un leap of faith, j'étais à Arizona, eh ben c'est parce qu'il ne fait pas son boulot.
Donc on a trop parlé à propos des choses qui ne vont pas. Hein. Donc parlons. Mais justement parce que ça va et aujourd'hui les preuves que ça marche existent. Bah voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a un cas concret, je demande à Julien, un cas concret, une situation où un agent a fait quelque chose de palpable, de différent? Je sais même pas quel exemple prendre, mais moi ce que je vois, je peux prendre 2 exemples rapides. Donc le pattern que je vois dans pas mal de nos porte-causes, c'est on constitue une petite équipe IA avec, on va dire, deux ingénieurs. On va dire, imaginons qu'on ait une équipe de 20, 25, 30 personnes. Bon, voilà. Donc on les pousse, on les motive, on les encourage à y aller, on les aide à y aller. Bon, ok, on sort deux ingés, on les met à commencer à travailler, et puis ils font ce qu'on dit là, ils commencent à expérimenter, etc. Bon, et puis si on a les bons gars et les bons outils et qu'on leur laisse la liberté, généralement au bout de 15 jours, 3 semaines, ils ont livré quelque chose qui aurait dû prendre 6 mois. Et moi j'ai plein de CTO, et de CPO qui me disent, mais en fait, notre plateforme legacy qui nous embête depuis 10 ans, qu'on pensait laisser mourir sur 5 ans, en migrant nos clients vers la nouvelle plateforme. En fait, on est en train de mettre des coups de hache dedans et de la recoder. Et on la recode 10 fois, 20 fois plus vite que ce qu'on pensait. Et donc, ça change tout. Et ça, cette vélocité-là technologique, forcément, elle se traduit par une vélocité business. Donc voilà, après, oui, on a plein de portcos qui développent des fonctionnalités alors AI native, désolé pour le jargon, mais donc qui ne sont pas juste on saupoudre des fonctionnalités d'IA dans notre application, mais on crée des nouveaux produits à partir de zéro qui sont même pas conçus, qui sont des agents qui ne sont même pas conçus pour les humains, mais qui sont conçus pour d'autres agents. Parce qu'elle est là aujourd'hui, la vraie discussion. La discussion, ce n'est pas d'avoir un chatbot. Moi, je refuse le fait qu'un chatbot soit un agent. Bon. Je pense que ça, c'est la vision d'il y a 2 ans. Un agent, aujourd'hui, c'est fait pour parler à d'autres agents. D'accord, voilà. Effici peut coder des agents que vos agents vont appeler au service de vos propres clients. Et c'est ce que fait aussi Illumin. Et voilà, le vrai débat aujourd'hui, il est là. Je reboucle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est où sont les humains, donc ils sont orchestrateurs, approuveurs, etc., et ils sont, quel que soit leur rôle, ils sont des managers d'agents. La réalité, c'est ça aujourd'hui, c'est vers cette réalité-là qu'il faut accélérer aujourd'hui, c'est les humains en tant que managers d'agents. Oui, France, vous avez une intervention, oui. Non, oui, ce que je voulais dire, je suis tout à fait d'accord, parce que si on utilise des agents juste pour une fonction, en fait, on va déplacer, là, quand je prends le cycle de vie du développement logiciel, par exemple, puisqu'on parlait de code, si on accélère sur les codeurs, mais qu'on ne le fait pas, on ne crée pas ce même système d'agents ou un système d'agents qui permet de dialoguer justement avec les responsables de features, alors product manager, owner, ça dépend comment on les appelle. En fait, on n'a fait que déplacer le goulot d'étranglement. Et donc, ce qui fait la vraie différence, c'est le système agentique qui permet à l'ensemble du processus, c'est pour ça qu'il ne faut pas le regarder par individu, mais il faut le regarder au niveau du processus complet, pour justement être en situation de faire dialoguer et de mettre en place ce système, comme vous le faites avec votre plateforme, de faire dialoguer les différents jobs, parce que c'est là que se situe la valeur créée, et même elle améliore les interactions entre humains, parce qu'elle est à ce moment-là située à un niveau de qualité nettement supérieur. Ok, donc plutôt que de parler de fonctionnalité, je posais la question à Jean-Sébastien. Donc parlons plutôt de stratégie entre agents génériques, verticaux, autonomes ou assistants. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous définir donc, ces types d'agents et comment vous avez tranché ces questions-là chez FICI? Alors, ce qu'on voit déjà en pattern d'usage, ce qu'on voit, c'est que les retours d'expérience qu'on commence à avoir, les agents sont très adaptés quand ils s'inscrivent, j'allais dire, dans un geste qui existe déjà. Je vais prendre l'exemple du meeting briefing, ou meeting préparation, les commerciaux le font depuis longtemps, donc c'est très accepté parce que ça accélère, ça rend service, ça va 10 fois plus vite ou 20 fois plus vite, etc. Par contre, des choses qu'on n'avait pas anticipées, c'était des aides à l'utilisation de l'application. Comment, alors est-ce qu'on va lâcher le grand mot headless, qui est très à la mode,
mais je ne veux plus utiliser l'application via l'interface, mais plutôt en parlant avec elle en langage naturel. C'est peut-être un chatbot, mais pour construire un dashboard, pour construire un KPI, pour faire un ciblage et que j'ai les résultats. Et après, un autre pattern, mais là qu'on avait un peu anticipé, c'est sur les aspects verticaux, process, métier. On commence par l'assurance, donc on va avoir des agents dédiés à l'assurance et aux différents patterns qu'on retrouve, aux différents cas d'usage qu'on retrouve dans l'assurance, donc très verticalisé sur des métiers précis. Donc bien accepté, bien adapté, quand c'est quelque chose qu'on faisait déjà. Et plutôt que d'aller dans Claude ou dans ChatGPT, on le fait depuis le CRM et il a accès aux données, les données sont qualifiées, on trace, etc. Donc ça a un certain nombre d'avantages aussi. Utiliser l'application, ça on ne l'avait pas anticipé, donc on y travaille aussi. Remplacer toute ou partie de l'interface, une partie de l'interface peut-être un peu plus complexe par l'application, et puis toute une chaîne agentique sur des process la métier ou l'orchestration. Et je suis assez d'accord, je le vois tous les jours sur le développement logiciel pour reprendre cette image. Si on n'orchestre pas aussi le produit, les tests, la mise en prod, on a plein de goulots d'étranglement partout. Donc c'est toute une chaîne. On apprend aussi nous-mêmes, ne serait-ce qu'en faisant ça, parce qu'on était un peu les pionniers ou à l'avant-garde de ça, de comment ça se met en place pour des workflows métiers, mais c'est les mêmes problématiques qu'on a de gestion du contexte, etc. C'est des problématiques très similaires, de mémoire, bien sûr. Merci. Donc, je pose la question à Xavier. Donc, qu'est-ce qui structure les projets qui réussissent par rapport à ceux qui échouent? Alors, souvent, il y a quand même plusieurs facteurs, mais nous, si on peut en retenir deux. Alors déjà, la machine à POC, effectivement en IA, c'est très tentant, mais souvent les grandes organisations, quand elles se lancent là-dedans, elles dépensent des budgets, des petits budgets dans les cellules d'innovation, mais il n'y a pas de volonté vraiment de passage à l'échelle au niveau stratégique. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut tuer l'époque et il faut aller directement sur des pilotes avec des déploiements en production sur lesquels on teste vraiment ces IA et on se casse les dents un petit peu sur ce qu'elles font bien, moins bien, comment les améliorer et pour regarder aussi leur impact. Leur impact, ça veut dire en termes d'adoption utilisateur, de KPI d'efficacité, métier, business, etc. Et si on ne fait pas ça, si on n'a pas défini un peu les critères d'acceptabilité de ce qui est un bon agent dans mon organisation et mon process day-to-day, et ben en fait, on va se planter parce qu'on va rester à l'état juste d'exploration laboratoire et se poser trop de questions versus se lancer. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Il y a un deuxième sujet, je reviens sur le cycle de vie IT, les projets agentiques et IA sont des projets IT, c'est le monitoring et l'observabilité et la non-régression, c'est-à-dire quelle est la maintenance de ces agents. Souvent, en IA, c'est un processus très incrémental. Vous avez, c'est pas blanc ou noir, vous avez un certain niveau de qualité qui souvent est subjectif en plus. Avec du machine learning et de l'IA traditionnelle, on est capable d'avoir des niveaux de scoring. En IA génératif, c'est plus compliqué. Le score, il me répond comme ça a l'air d'être pas mal, mais bon, est-ce que c'est vraiment la manière dont je parle à mes clients, le tone of voice, etc., l'exhaustivité, le bon ton, l'empathie, etc. Il y a quand même des choses qui commencent à être... c'est pas une recette utilisateur en disant la réponse, ça doit être A, B ou C. Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment outillé pour le faire. Et le problème, c'est que... Donc admettons, on a une organisation qui elle a tué l'époque, on lance un pilote, on va en production, et là, qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure où je veux remettre une version en production avec plus de fonctionnalités, parce que je ne suis pas en train d'exploser ce qu'il y avait avant, donc la non-régression, etc. Est-ce que je suis capable de bien monitorer l'exécution en production, on parlait de la donnée de qualité au bon moment, etc. Est-ce qu'elle est récupérée par l'agent? Donc ça, il faut que ça soit tracé, monitoré, auditable, et pour pouvoir avoir vraiment une boucle d'amélioration. Et donc pour ça, il faut être outillé. Et sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'outils qui existent encore. Ce référentiel-là, il est encore très pauvre. Et pourtant, ce sont des basiques. C'est comme ça qu'on va vraiment avoir la scalabilité sur des projets à très grande échelle qui vont vivre et s'améliorer avec une surface qui va grandir et où les agents vont justement prendre toute la part qu'elles doivent occuper pour avoir des bénéfices sur un EBITDA ou autre d'une entreprise et un impact client. Et donc, c'est vraiment ce sujet de maintenance qui est clé dans le passage à l'échelle et qu'il ne faut pas négliger. Et ça revient sur le coût effectivement, du production de l'agent en disant
En 1 à 2 semaines, j'ai un agent qui tourne, je peux le mettre en production. La réponse est non. C'est l'agent, il va vivre et vous allez passer des dizaines et dizaines de jours pour stabiliser son comportement, le fiabiliser, le rendre plus précis et surtout le faire évoluer. Il faut voir qu'avec, comme sur le cloud, etc., on va avoir En fait, vous avez des modèles qui changent tout le temps. Vous dites, super, j'ai pris le modèle chez Anthropic ou chez Google, chez Gemini, là, le 2.5 Flash, là, en octobre, il n'y en a plus. Et pourtant, il y a un paquet de projets qui sont soit en cours de développement, soit en production, qui utilisent ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qui se passe sur mon système agentique quand je vais devoir changer de version de modèle ? Il faut que je teste la non-régression. Il y a les notions de coût, ça, je les mets à part. Mais en tout cas, sur le comportement, et est-ce que mon système informatique est bien là pour répondre aux besoins initiaux et atteindre les objectifs, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder comme un fil rouge sur tout projet agentique. Merci. François, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non ? C'est un projet IT, enfin on l'a dit, mais c'est un projet IT. On retrouve les mêmes problématiques de sécurité, de mise à jour. Là, c'est un modèle, mais c'est un framework ou une librairie. Enfin, c'est un projet IT aussi. Ok. Donc moi, je vais finir avec une question à vous tous. Donc, s'il y a quelqu'un dans le public ici, il va lancer son projet d'agentique demain matin, ce sera quoi votre conseil ? À vous tous. Je passe la parole, je garde le micro. Ouais. Le conseil, c'est déjà, il faut le voir. Effectivement, on a des interfaces quand même un peu traditionnelles qui ont l'habitude d'avoir les utilisateurs et qui vont changer, donc plus de conversationnel, de langage naturel, mais surtout il faut penser la méga trend qu'on a sur la voix. Le voice AI, en tout cas c'est pour nous quelque chose de clé, parce qu'il y a des investissements colossaux qui sont faits par les grandes entreprises de la tech sur ces sujets-là. On voit la dernière conférence Google, la voix était partout. On ne parle plus de texte. Voilà. Ça veut dire de la productivité. On voit bien dans les échanges au quotidien la Gen Z qui envoie des textos audio, etc. On est beaucoup plus productif avec la voix. Et donc, toutes ces applications métiers qu'on est en train d'automatiser avec l'agentique rendent plus productifs au quotidien. Il faut voir que le pattern d'interaction va radicalement changer. Et en fait, ces systèmes agentiques, il faut les voir comme étant un passage par le texte, l'analyse de documents. Certes, on va conserver les documents, on ne va pas les envoyer avec la voix, mais en tout cas, sur les manipulations d'interface, on a vraiment un paradigme qui va être complètement différent dans 12 à 18 mois. On en est persuadé. Merci. Alors moi, ce que j'ai le conseil, c'est pour moi, il y a un triptyque. Je ne vais pas dire une trinité, ça pourrait être, mais il y a un triptyque. Il y a le fait de s'assurer qu'on travaille sur quelque chose qui est suffisamment gros, qui a suffisamment d'impact pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'énergie et d'attention managériale. Et il faut marcher sur 2 jambes. Bien évidemment, la dimension IT Tech, c'est un projet IT, c'est une question de tech stack, de données, etc. Et aussi la dimension re-engineering de vos workflows et de vos process. Et pour moi, il faut que ces 3 conditions soient réunies et travaillent ensemble pour qu'on véritablement on crée beaucoup de valeur. Merci, Jean-Sébastien. C'est de réfléchir à la confiance qu'on va donner à un agent. Au-delà du use case, on peut identifier des use cases, etc. Dans quelle mesure on va lui donner quelle confiance, comment on va la monitorer et comment on va savoir qui est responsable. On sache mesurer la responsabilité. Là, je veux m'arrêter, je veux un human in the loop ou non, ou pas, ça dépend de la nature de la tâche, mais toujours s'assurer d'être en mesure de remonter l'histoire, de voir la responsabilité. Si dans 3 mois, il y a plein de versements qui ont été faits et décidés par un agent, est-ce que je peux revenir en arrière ? C'est irréversible, c'est pas réversible. Donc pouvoir s'assurer de la responsabilité de l'agent, quel que soit le canal, vocal ou textuel, quoi. Merci. Julien ? Oui, et peut-être, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, juste pour ajouter, je pense que oui, un projet IA, c'est un projet IT, mais de plus en plus, c'est un projet d'organisation. Et que si vous sous-estimez ou si vous ignorez l'impact que ces projets et le cumul de ces projets a sur votre organisation, vous réaliserez qu'une fraction du gain. Voilà, donc moi, avant de lancer un projet agentique, je vous inviterai à le traiter comme le recrutement d'un nouveau collaborateur. Donc, écrivez la job desk de votre agent et insérez l'agent comme un collaborateur dans l'une de vos équipes et réorganisez l'équipe autour de ça. Merci.
Donc, si vous avez des questions dans le public, on a peut-être quelques minutes. Peut-être non. Une question. Micro. Merci. Bonjour à tous. Du coup, je voulais juste avoir votre regard sur une question un peu technique sur les RAG, les systèmes de base de données vectorielles. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est pertinent pour une entreprise qui souhaiterait mettre en place cette base de données et justement l'implémenter avec les agents IA dans l'entreprise? Ah oui, c'est le premier cas d'usage qui est mis en place, en tout cas en termes d'IA, on va dire générative dans les entreprises. Après, il faut voir que c'est un des plus compliqués. C'est-à-dire que c'est pas magique. Alors, vous avez des bons systèmes de RAG pour faire des recherches généralistes qui ingèrent vos documents et c'est presse-bouton, vous n'avez rien à faire. Mais souvent, quand vous voulez avoir un usage métier avec voilà, des documents assez complexes, etc., un projet de RAG, c'est un projet qui est très complexe. Et donc, en fait, vous avez souvent, en fait, c'est bien le problème, c'est qu'en termes d'adoption, vous allez avoir ce premier cas d'usage qui est un peu, voilà, on fait de la recherche augmentée dans l'entreprise, c'est super. Les utilisateurs métiers, vous les mettez devant l'agent, ils posent 2-3 prompts, devant 2-3 questions, et puis en fait, ils vont dire c'est pourri, ça me sort pas ce qu'il faut, c'est généraliste, je ne veux pas l'utiliser. Voilà. Donc, c'est bien le problème aussi de bien choisir le cas d'usage par rapport à des objectifs. C'est pourquoi faire. Ce sujet de RAG, il peut être pertinent et très important. Vous avez je sais pas, dans certaines industries, des masses de documents, de procédures très très complexes sur lesquelles le savoir est compliqué en tout cas à être ingéré par une seule personne, voilà, pour qu'il ait vraiment l'exhaustivité du contenu. Donc là, peut-être c'est très pertinent. On va avoir vraiment des RAG entraînés et très pertinents sur ces documents très complexes. Et ça demande du temps, de la mise en place. Ce n'est pas un projet qui est simple. Et versus faire en disant j'ai fait mon premier projet d'IA, j'ai fait un RAG, je l'ai mis dans l'entreprise et j'ai mis Copilot, j'ai coché. Souvent, vous allez avoir un petit côté déceptif et donc c'est dommage. Et après, je vais rajouter, dans le RAG, c'est pas seulement le document, la vectorisation, etc. Et dans un CRM est truffé de données non structurées, des comptes rendus de réunion, des choses qui sont des petits textes, qui ne sont pas forcément des grands textes. Donc rajouter une couche de vectorisation ou de RAG par-dessus permettrait de rajouter une couche sémantique pour faire ne serait-ce que de la recherche, retrouver tous les incidents qui ont parlé de ça, les opportunités que j'ai eues l'année dernière autour de tel produit, etc. En fouillant dans ses notes, etc. C'est pas simple. On fait des tests, beaucoup de tests, on fait pas mal de choses en ce moment, mais pas sur du gros RAG documentaire, mais plutôt sur tout un tas de petites informations non structurées qu'on relie, parce qu'il y a le network graph, etc. aussi qui arrive par-dessus. Comment relier toutes ces informations entre elles? D'autres questions? Oui, une petite question. Vous imaginez pas que je sois pessimiste, mais est-ce que vos entreprises respectives ont souscrit des polices d'assurance spécifiques relatives à votre usage massif à l'IA? C'est là qu'il y a justement, comme on le disait, la dimension Human Trust Interface, la question de la responsabilité, de l'accountabilité. Donc voilà, et l'autre point qui est absolument critique, c'est le point que tu faisais au tout début, qui est celle de la gouvernance, avec la nécessité de rendre aussi explicite les valeurs de l'entreprise qui sont aujourd'hui implicites et la manière dont elle travaille. Donc il y a un travail qui est à faire pour définir quelle est la zone de jeu de l'agent avant qu'il y ait une escalade. Merci. Je vous remercie. Une autre question, ok. C'est où? Oui. Par un workflow N8N, vous générez une fiche de poste sur un format LinkedIn, sur un format APEC, France Travail, etc., votre site web. Et puis, on appuie sur un bouton. Donc, ça génère à partir d'une fiche de poste tous ces formats-là et ça les poste en automatique sur toutes les applis que j'ai mentionnées. Donc, c'est très puissant. Si vous vous faites hacker, vous en publiez 3000 d'un coup en 30 secondes qui sont toutes des fausses annonces. Et moi, ce que je constate, c'est qu'au niveau métier, les gens ne sont pas du tout conscients du sujet cyber et de l'impact exponentiel de ces outils. Voilà.
Donc certes, on a mis une chartier en place, on a formé les gens, blablabla, mais il y a un vrai sujet. Et donc moi, par exemple, on est opérateur public, nous, on est les CCI. Et ben, le serveur d'Agentic, il est chez moi, on-premise, au data center. Et c'est non négociable. Voilà. Et vous pensez que vous êtes plus en sécurité comme ça? Alors, j'espère. En tout cas, déjà la double Vous voulez que j'essaye? Ouais, essayez. Essayez. Oui, essayez. Non, mais bon, déjà la double authentification, c'est la base, parce que vous avez plein de petits malins qui s'abonnent à des outils d'agentic, comme MEC, comme Admiten en mode SaaS, qui mettent même pas la double authentification. Hein, donc facile à craquer. Hein. Non, on est d'accord. Mais je pense que aujourd'hui, enfin, c'est rigolo parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a une série, je pense que tout le monde l'a vu. Depuis un mois ou deux, il y a une série d'attaques sur l'ensemble des systèmes français, gouvernementaux, certains qui pourraient poser de problèmes, genre la Fédération de chasse, le SIA, bon, vous voyez, bon, la NTS. Bon. Alors, est-ce que l'IA joue un rôle dans ces attaques-là? C'est pas impossible. Malheureusement, j'ai bien peur que ça soit juste le niveau de sécurité globale qui soit pas bon, quoi. Donc j'entends ce que vous dites. Le fait qu'on puisse démultiplier le coût de la connerie ou de l'attaque via l'IA, ça c'est une réalité. Merci voilà, Julien. C'est une On n'a réalité. plus le temps. Merci pour vous. Donc, merci Ouais, à François. j'irai pas voir votre site, je vous promets. Donc, je vous remercie François, Julien, Xavier et Jean-Sébastien pour ce débat. Je pense que voilà, on est arrivé à temps et merci.